De m'avoir invité aussi pour cette présentation. Je m'appelle Flavie Finger, je suis doctorant à l'EPFL en Suisse dans le laboratoire d'éco-hydrologie et je m'occupe beaucoup de la modélisation des maladies du choléra dans le cadre de mon doctorat. Et donc c'est de ça que je vais un peu vous parler aujourd'hui. Alors je sais que c'est très atypique que des ingénieurs en environnement s'occupe de ces problèmes épidémiologiques et et font des modèles épidémiologiques. Et c'est un de mes objectifs aujourd'hui, c'est de vous faire, vous montrer en fait ce que c'est qu'on peut apporter nous dans cette problématique. Donc voilà. Alors, j'ai vu que dans d'autres présentations, vous avez déjà entendu parler des modèles SIRB, donc je vais après commencer par ça, et puis je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire dans le cas du choléra avec des modèles SIRB et ce que c'est des modèles SIRB. Après, je vais passer à vous montrer ce que c'est des modèles distribués, des modèles spatiaux. Je vais vous montrer ce qui peuvent être les objectifs et les buts de ces modèles. Et puis, pour finir, je vais vous montrer quelques applications de ce qu'on a fait dans notre travail avec notre laboratoire. Et puis, je vais conclure rapidement. Je vais commencer par vous montrer ce que c'est un modèle SIR tout à fait classique. Donc, j'ai vu dans une autre présentation que vous avez déjà un petit peu vu ces choses-là. Donc, on parle d'un modèle SRB ici. On a donc une population qui peut être ou bien un pays ou une ville ou une région, etc. Dans la population, on la subdivise en trois catégories. Les susceptibles à la maladie, donc des gens qui n'ont pas encore la maladie, des infectés, ainsi que des gens qui sont déjà guéris de la maladie et qui sont donc immunes par rapport à la maladie. Et dans dans ce cas-là, bah, ce qui se passe, c'est que les susceptibles ils peuvent être infectés, et puis les infectés après guérissent. Mais comment est-ce qu'on va modéliser cette infection? Qu'est-ce qui va faire qu'on sache combien de personnes vont être infectées? Enfin, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre des personnes, on va regarder combien de personnes de susceptibles à la maladie il y a, donc combien de S et combien de I il y a de personnes infectées, et puis grâce à ça, on pourra calculer une force d'infection qui déterminera combien de personnes passent de S à I. Maintenant, comme vous savez, dans le cas du choléra, en fait, on n'a pas une interaction directe entre une personne infectée et puis une personne susceptible qui fait que la personne qu'une nouvelle personne se fait infecter. Mais il y a tout un stade ici intermédiaire où les bactéries du choléra qui ont été libérées par la personne infectée, les bactéries du choléra, les vibrio cholerae, sont dans l'environnement. Et ce que j'entends par environnement ici, c'est relativement large, donc ça peut autant être l'eau potable de la maison, ça peut être les mains, les surfaces, ça peut être l'environnement proche de la maison ou même les rivières, les surfaces d'eau dans le village, qui après, quand une personne susceptible rentre en contact avec, peuvent l'infecter et puis le cycle recommence. Donc, dans le cas du choléra, on n'a pas une transmission de personne à personne directe, mais on passe par un certain environnement. Donc, ce que nous, on fait du coup, dans le cas du choléra, on prend ça en compte et puis on modélise une, une quatrième catégorie qu'on appelle B, un quatrième compartiment dans le modèle, qui représente la concentration des bactéries dans l'environnement. Et ici, quand je parle d'environnement, comme j'ai dit, c'est relativement large. Ça peut être les mains d'une personne jusqu'à les étendues d'eau du village, jusqu'à
enfin, c'est une concentration relativement abstraite qu'on modélise ici, qui ne se mesure pas directement. Donc, nos infectés vont libérer des bactéries qui vont faire augmenter cette catégorie B. Et puis, notre force d'infection maintenant, pas comme avant, elle dépendra du nombre de bactéries qu'il y a dans l'environnement et pas uniquement du nombre d'infectés. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme avantage? L'avantage de ça, est que on peut modéliser des processus qui influencent cette libération de bactéries par les infectés. Donc, je vais vous montrer plus tard quelques processus qu'on peut prendre en compte dans ce cas-là. Donc, on peut modéliser cette libération, on a du coup plus de possibilités. Et aussi, ces bactéries, elles sont pas statiques, donc elles peuvent se faire transporter de lieu en lieu, et puis ça, c'est quelque chose qui est très important dans le cas des modèles distribués, comme je vais vous montrer sur la prochaine slide. Donc, on peut prendre maintenant en compte plein de processus par rapport à ces bactéries. Alors, voilà, et je vous parlais donc de modèles distribués, de modèles spatial, et c'est ici, sur ce slide, que je vais essayer de vous montrer ce que je veux en dire. Alors, souvent dans les épidémies du choléra, on n'a pas une distribution des cas uniforme dans tout le pays, mais on a des cas dans une certaine zone du pays, par exemple ici, mais pas dans le reste. Donc ici, par exemple, dans ce cas du choléra en Haïti, l'épidémie, elle avait commencé dans cette région ici, s'est déplacée après vers ces villes ici, s'est étendue en très peu de temps. Donc ici, on est de octobre à novembre, et s'est étendue dans une bonne partie du pays, et en décembre déjà, elle était partout. Donc, ces processus de déplacement sont très importants dans la dynamique de la maladie, et si on ne les prend pas en compte dans un modèle, notre modèle il va pas bien marcher. Donc, ce que je veux dire par là, c'est le suivant. Donc, dans un modèle, maintenant, je ne vais pas dire que ma population ici, c'est tout mon pays, mais je vais modéliser chaque zone dans le pays séparément, et je vais lier les zones. Donc, maintenant, chacune des villes, chaque village, chaque région de le pays a son propre modèle de choléra, que je symbolise ici par ces cercles gris. Et puis, à l'intérieur, il y a chaque personne qui a son statut, qui est susceptible, infecté ou guéri, ainsi qu'une concentration des bactéries qui est différente pour chaque endroit. Donc, mais ces zones dans le pays sont liées. Donc, ici, ce qui peut se passer, c'est que des bactéries de ce village-là peuvent se déplacer le long des rivières, peuvent arriver dans un autre village et peuvent infecter des gens ici. C'est ce qui s'est passé en Haïti, très probablement, vraisemblablement au début de l'épidémie qui a commencé ici. Puis l'épidémie s'est déplacée le long de la rivière de l'Artibonite pour rejoindre la mer ici. Mais de là, elle s'est déplacée par un autre moyen qui sont les gens qui se déplacent. Donc on modélise aussi les personnes qui se déplacent de village à village et qui peuvent amener des bactéries dans un autre village où ces bactéries peuvent infecter d'autres personnes. C'est ça qu'on a fait en Haïti. Donc ici, cette image, vous voyez les lignes noires délimitent nos zones qu'on a pris en compte en Haïti. C'est environ 350. En bleu, on a les rivières. Donc la maladie a pu se déplacer le long de ces cours d'eau, ainsi que dans le réseau des personnes. Donc, les personnes ici qui sont présentes dans une zone peuvent se déplacer dans une autre zone et peuvent ainsi amener des bactéries à un autre endroit. Voilà.
c'est ça que j'entends par les modèles spatialement explicites, les modèles distribués. Et c'est très très important de prendre en compte ces dynamiques spatiaux afin de pouvoir modéliser une épidémie et de pouvoir prendre en compte les processus spatiaux qui se passent dans l'épidémie et de pas simplement modéliser tout le pays dans une seule catégorie. Alors, il y a mon collègue Lorenzo Mari qui a récemment fait une publication sur justement ce sujet. Et puis, c'est vraiment une très belle publication où il compare justement des modèles qui sont à différentes échelles spatiales, donc l'échelle des communes, l'échelle des régions ainsi que l'échelle de tout le pays. Et puis il montre très joliment que c'est absolument important pour voir la dynamique de la maladie correctement dans un modèle, pour pouvoir la capturer. C'est très important de modéliser tout ça d'une manière spatialement explicite. Voilà. Maintenant, sur ce slide-ci, j'ai mis quelques buts, quelques objectifs de qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif quand on fait de la modélisation, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces modèles. Donc, premièrement, est-ce on peut essayer de voir quel genre de processus ont mené une épidémie et quel genre de processus ont été importants dans une certaine épidémie. Donc, on essaie de modéliser l'épidémie avec différents modèles qui prennent en compte différents processus et puis on teste lequel des modèles marche mieux. Donc, comme ça, on peut répondre à des questions comme est-ce que la précipitation était cruciale dans une certaine épidémie pour sa dynamique ou est-ce que la mobilité humaine, donc la mobilité entre plusieurs villages des personnes, a été le facteur déterminant dans le déplacement de la maladie ou est-ce que c'était le transport dans les cours d'eau? On peut aussi, une fois quand on a un modèle qui marche bien, auquel on a confiance, on peut essayer de répondre à des questions comme comment intervenir ou où intervenir dans une épidémie, quand intervenir et quel genre d'intervention on peut faire. On peut, par exemple, se poser la question, est-ce que c'est plus judicieux dans un pays de vacciner la moitié de la population uniformément dans tout le pays, ou est-ce que avec le même nombre de vaccins, est-ce que c'est pas mieux de se concentrer sur certaines zones qui agissent comme hub, comme nœuds particuliers qui ont un rôle, qui jouent un rôle clé dans le déplacement de la maladie. Et du coup, on peut comme ça essayer de tester plusieurs interventions différentes. Je vous montre après un exemple de ça. Et puis, quand on a un modèle qui marche très, très bien, auquel on a beaucoup confiance, on peut aussi se lancer dans la prédiction. On peut essayer de voir quelles sont les chances qu'une épidémie s'éteinte ou à quel moment elle est susceptible à s'éteindre. Puis on peut essayer de faire des prédictions sur quelques mois ou même sur plusieurs années quand on a un modèle qui marche très bien. Maintenant, de là, on n'est pas encore, pour la prédiction, on n'est pas du tout encore à une précision comme on la connaît des prédictions météo. On est plutôt dans un stade où on peut plutôt répondre à une question de manière large, mais on ne peut pas en ce moment prédire des épidémies de manière très très précise. Voilà. Maintenant, dans la prochaine catégorie, j'aimerais vous montrer quelques exemples de travaux, de modèles qui ont été faits au sein du groupe de recherche où je travaille. Et puis, je vais essayer de vous montrer un peu comment on peut atteindre différents de ces objectifs ou comment on peut utiliser des modèles pour travailler sur plusieurs de ces objectifs. Donc, certainement, si on parle du choléra, qui est une maladie qui est beaucoup liée à l'eau,
enfin, si on a des situations d'inondation comme ici ou ici, on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup plus que la matière fécale et donc les bactéries du choléra sont beaucoup plus mobiles et sont beaucoup plus susceptibles de d'infecter beaucoup de monde dans une situation où il y a de telles inondations. Maintenant, il n'y a pas besoin non plus d'une inondation énorme comme ça. Il y a juste besoin des fois d'un petit peu plus d'eau, de juste de que ou bien que les sources d'eau potable deviennent polluées à cause d'une pluie qui lessive par exemple un site où il y a de la matière fécale et qui amène des bactéries. Par exemple, dans la rivière où les gens puisent l'eau ou bien dans une autre source d'eau potable. Donc on peut s'imaginer que les pluies jouent un grand rôle dans la propagation du choléra. Ça a ainsi été déjà démontré, ou cet effet a déjà été trouvé dans plusieurs papiers, notamment dans le groupe aussi de Jean Godard et le professeur Pierre Roux, qui ont pu montrer que ceci joue un grand rôle en Haïti. Et nous, on a essayé d'inclure ça dans nos modèles. Où est-ce qu'on a inclus ça? On a inclus ça ici dans le processus où les infectés libèrent des bactéries. Ici, on a ajouté un terme qui nous permet de prendre en compte les précipitations. Donc, on a ajouté ce terme qui permet de modéliser le fait que quand il pleut, les bactéries sont beaucoup plus susceptibles après de se retrouver dans des sources d'eau potable ou dans d'autres, ou juste que le cycle des bactéries est beaucoup plus connecté quand il y a beaucoup d'eau dans l'environnement. Dans les résultats, on a pu montrer en prenant en compte les précipitations dans notre modèle, qu'on arrive à suivre la courbe épidémique de l'épidémie en Haïti 2010 jusqu'à maintenant beaucoup mieux, en tout cas pour ce début-là. Après, tout ce qui se trouve ici, c'est une prédiction qui s'est avérée pas si juste que ça. Mais en tout cas, on a pu montrer que en prenant en compte les précipitations, on arrive à beaucoup mieux capturer les dynamiques qui se passent dans cette épidémie qu'en ne prenant pas en compte les précipitations. Voilà, ceci est un exemple pour les processus, donc dans la première catégorie d'application des modèles. Maintenant, ici, j'aimerais vous montrer une deuxième catégorie d'application. Je suis sûr que vous savez tous ce que c'est les solutions de réhydratation orale, qui est un des traitements les plus basiques de toutes les maladies qui sont liées à la diarrhée. Et il y a un groupe de recherche ici à l'EPFL, le groupe de recherche de Mélanie Blokesh en ingénierie biologique, qui a démontré que dans un cadre de laboratoire, si on base ces solutions de réhydratation sur de l'amidon à base de riz au lieu de la glucose, on peut, on peut inhiber plus le développement des bactéries dans l'intestin. Ça, c'était une expérience de laboratoire que ce groupe a démontré. Puis ils nous ont demandé d'essayer avec nos modèles de répondre à la question de ce qui peut être l'effet d'un tel changement de solution de réhydratation sur une épidémie entière. Donc, on a fait un modèle pour l'épidémie du Haïti où qu'on a modélisé de manière complètement standard. Ici, c'est la ligne rouge. Ceci, c'est le pays en total et ceci, c'est le département de l'Ouest. Donc, la ligne rouge, c'est le modèle tout à fait standard. Et après, dans ce modèle, on a essayé de réduire certains paramètres qui pourraient être changés si on change ce type d'amidon dans la solution de réhydratation, selon les résultats qui a trouvé ce groupe de recherche en sciences de la vie. Et puis on a fait retourner notre modèle et puis
on a trouvé que en Haïti, il s'aurait pu que sur la population totale, si on avait utilisé ce traitement légèrement changé, qu'on aurait pu éviter un grand nombre de cas ici au début. Mais par contre que dans une deuxième phase, après, parce que à cette période-là, il y avait plus de susceptibles dans la population, que là, ça aurait fait un pic plus haut. Mais qu'en total, il y aurait quand même pu avoir une réduction du nombre total de cas considérable sur tout l'Haïti. Donc ceci est un exemple de comment on peut modéliser des interventions avec de tels modèles comme nous on les fait. Ici, pour ce qui c'est les prédictions, donc la troisième catégorie que je vous ai montré, on a fait un modèle qu'on a fait tourner sur très long terme. Et puis, on l'a fait tourner avec beaucoup de paramètres différents. C'est un modèle stochastique. Donc, pour ceux qui connaissent, qui font un peu des statistiques, ceci est un modèle stochastique qu'on a fait tourner beaucoup de fois. Et puis, pour chaque réalisation du modèle, on a compté combien de fois le nombre de cas va à zéro et puis à quelle époque. Ce qu'on a rapporté ici dans ce petit graphique et puis on a pu montrer du coup que statistiquement il est très peu probable qu'en 2015, donc le papier il est sorti en 2014, alors c'était déjà il y a un certain moment, donc qu'en 2015 encore l'épidémie s'éteigne. Par contre, les chances, la probabilité que l'épidémie s'éteigne augmente avec le temps. Il y a beaucoup plus de réalisations du modèle qui vont à zéro cas dans ce temps. Maintenant, il faut dire par rapport à cette prédiction, comme j'ai dit, c'est une prédiction qui est encore très peu précise, qui est très grossière, notamment ne prend pas en compte tous les efforts d'intervention, tous les efforts qui sont faits par les experts et par les ONG sur le terrain pour essayer d'éteindre, pour essayer de combattre cette épidémie de choléra en Haïti. Du coup, ce modèle, cette prédiction ne représente en aucun cas la réalité, mais dans un certain sens peut représenter peut-être le pire des cas qui pourrait arriver si on ne faisait pas d'intervention, s'il y avait personne qui irait sur le terrain pour essayer d'aider aux gens et de leur dire comment on pourrait faire mieux pour combattre cette épidémie. Voilà. Maintenant, j'ai encore un dernier exemple que j'aimerais beaucoup vous montrer. C'est un travail que je viens de finir qui m'a occupé pour la plupart de la dernière année. Puis, c'est que je vous avais dit que on prend en compte dans nos modèles, la mobilité humaine, donc la mobilité des gens entre les endroits dans un pays. Donc, ici, on a modélisé, on a eu accès à un jeu de données de téléphone mobile au Sénégal et avec ce jeu de données, on a pu extraire les flux de nombre de personnes qui se déplacent dans le pays d'endroit à endroit. Donc, c'est ce que je vous montre ici. Ici, les lignes représentent les flux de personnes qui vont d'un endroit à l'autre dans le pays du Sénégal. Ceci est pour 2013 et ces flux sont extraits des données de téléphone mobile. En effet, si vous avez votre téléphone et vous vous déplacez d'un endroit à l'autre, donc votre téléphone mobile il va s'enregistrer à différentes antennes et ces enregistrements sont gardés par les compagnies de téléphone mobile et de ces données, on peut après extraire le nombre de personnes qui s'est déplacées d'un endroit à l'autre. C'est des données dynamiques, donc on peut vraiment voir d'un jour à l'autre ce qui change. Si le dimanche, il y a plus de gens qui se déplacent que le lundi, etc., etc. Donc c'est une source de données qui est qui est très, très, très riche et très novateur. En plus, il n'y a pas besoin de calibration de ces modèles, ce qui est vraiment très important pour nous parce que souvent, si on devait calibrer des paramètres qui étaient par rapport à la mobilité des gens, ceci était très difficile. Et maintenant, je vais vous montrer, on peut même voir dans ces données beaucoup de rassemblements, de dynamiques. Donc, je vais vous montrer maintenant, voilà.
Ici, sur ce graphique, on a ploté pour chaque jour dans l'année 2005 au Sénégal le nombre de gens qui se déplacent en dehors de son arrondissement. Et puis on peut voir qu'il y a une fluctuation dans l'année qui se fait. Ici, pendant septembre, octobre, novembre, il y a un peu plus de gens qui se déplacent. Et puis on voit ici ces pics, 1, 2, 3, 4, qui en fait sont des pics liés à des pics de mobilité où il y a beaucoup plus de gens qui se déplacent liés à des événements religieux qu'on a pu identifier. Dans l'année dans l'année 2013, d'où vient ce graphique, on a pu voir que, par exemple, ici en décembre 2013, il y a eu le Grand Magal de Touba, qui est un pèlerinage religieux qui a lieu ici dans la ville de Touba. Et ce graphique-là vient exactement de ce jour-ci, où il y a énormément de gens qui se sont rendus donc dans cette ville de Touba pour assister à ce pèlerinage très très fameux et les gens sont venus de partout dans le pays. Ceci, on peut le comparer à la situation normale, donc un jour lambda où il n'y a pas de pèlerinage à Touba, il y a beaucoup plus de gens qui vont par exemple à Dakar ou qui se déplacent entre les autres villes, mais ce en décembre 2013, il y a vraiment eu énormément de gens qui se sont déplacés dans cette ville Touba. Sur le prochain graphique ici, on peut voir ceci est un jour standard. Est un jour standard le nombre de personnes qui se trouvent dans un arrondissement divisé par le nombre de personnes qui vivent dans un arrondissement. Donc ici, on voit qu'on est toujours proche de un. Donc il y a peut-être quelques gens de plus que ceux qui vivent ici, quelques gens qui visitent, ou dans d'autres arrondissements, quelques gens de moins. Par contre, ce jour ici, d'où vient ce graphique en décembre 2013, il y a énormément de gens en plus qui sont dans l'arrondissement où se trouve la ville de Touba, alors que dans tous les arrondissements autour, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté ces lieux et qui sont allés justement à Touba. Donc ici on voit qu'il y a jusqu'à 6 fois plus de personnes que le nombre d'habitants à Touba ce jour donné. Évidemment, vous pouvez vous imaginer que pour une épidémie, ceci peut être très important. Donc, si dans cette ville de Touba, en ce moment-là, il y a quelques gens qui ont le choléra, c'est très probable que cette épidémie puisse se déplacer après dans tout le pays avec les pèlerins qui rentrent dans leur arrondissement. Et puis, ça s'est vu dans l'année 2005. Quand il y a eu ce grand magal de Touba, ce pèlerinage, il y a eu une épidémie à Touba qui après, probablement dû à ce pèlerinage, s'est déplacé très rapidement dans tout le pays. Et puis on a essayé de modéliser cet effet-là. Je vous montre ça sur le prochain slide. Donc ici, c'est pour l'année 2005. On a utilisé ces données de téléphone mobile pour modéliser cette épidémie où le rouge, c'est les données, donc le nombre de cas reportés, et puis la ligne bleue, c'est notre modèle. Il a été déjà préalablement dit que ce grand pic que vous voyez ici, cette année-ci, il était en fin mars ou début avril. Il y avait eu ce pèlerinage à Touba qui se trouve dans la région de Djourbel. Et puis, pendant ce pèlerinage, il y avait une épidémie de choléra à Touba. Donc on peut voir ici qu'en utilisant ces données de téléphonie mobile, on a pu modéliser l'augmentation de population et donc l'augmentation de densité qu'il y avait à ce moment-là dans la ville qui a mené à une dissémination et à une épidémie, un pic de choléra extrêmement haut à l'endroit du pèlerinage, mais après aussi à une dissémination dans tout le pays du choléra par les pèlerins qui rentraient.
On peut aussi voir qu'à Dakar, donc il y a ici beaucoup de cas qui sont arrivés parce que c'était des pèlerins qui rentraient du pèlerinage de Touba, qui sont rentrés à ce moment-là à Dakar. Et puis on peut ici aussi, on peut voir qu'après, plus en automne, à Dakar, il y avait un autre pic du choléra qui en fait était plus dû aux pluies, aux précipitations dans un phénomène comme celui que je vous ai expliqué avant en Haïti. Cette modélisation donc était possible uniquement grâce à ces données de téléphone mobile, puisque autrement on n'aurait jamais pu savoir combien de pèlerins sont venus dans cette ville de Touba pour le pèlerinage, et puis d'où ils sont venus et où c'est qu'ils sont allés après le pèlerinage, et puis où est-ce qu'ils ont bien pu amener cette épidémie du choléra après. Donc c'est pour ça que ce genre d'informations qu'on a extrait ici des données de téléphonie mobile n'aurait pas été possible sans ces informations. Bah, voilà, j'arrive déjà à mes conclusions. Donc, ce que je veux vous dire comme message principal de ma présentation, c'est que le compartiment supplémentaire B d'un modèle SIRB permet de se rapprocher des processus réels de ce qui se passe dans le cas du choléra parce que on prend en compte que les bactéries peuvent avoir une dynamique à part dans l'environnement proche ou large. Donc, si c'est sur les mains ou dans le village ou même dans des cours d'eau. Donc, que l'échelle spatiale à laquelle on modélise une épidémie est extrêmement importante et qu'on doit absolument prendre en compte les phénomènes spatiaux de tout ce qui est d'une épidémie. Et pour ça, on doit modéliser, on doit faire des modèles spatialement explicites ou distribués, absolument. Qu'il est très difficile d'obtenir des données fiables par rapport à la mobilité humaine à l'échelle d'un pays, mais que les données de téléphone mobile présentent une bonne opportunité pour ça. Par contre, il faut faire très attention parce que il se trouve que dans certains pays, il y a un biais entre de propriété des téléphones mobiles. Par exemple, il y a des endroits où c'est très clair qu'il y a par exemple moins de personnes âgées qui ont un téléphone mobile et du coup, dans les déplacements qu'on enregistre, il y a probablement une sous-estimation de la mobilité des personnes âgées. Par contre, il y a une surestimation de la mobilité des personnes plus jeunes ou par exemple il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être deux téléphones mobiles ou trois. Donc, peut créer des biais, mais on peut les prendre en compte dans nos modèles. On peut essayer de les éliminer. Maintenant, une prochaine étape, par exemple, pourrait être d'essayer de modéliser la dynamique spatiale à l'intérieur d'une ville, parce que je pense que ça ne peut pas être, la dynamique spatiale d'une épidémie n'est pas intéressante uniquement dans un pays entier, mais aussi à beaucoup plus petite échelle, la dynamique spatiale dans une ville, on pourrait essayer de la modéliser, et je pense que là, on pourrait répondre à beaucoup de questions par rapport à ça euh, avec ce genre de modèle qu'on fait. Voilà. Je tiens à remercier tous les collaborateurs que j'avais ici au laboratoire ou ailleurs. Et puis je tiens à vous remercier, vous tous aussi, pour votre attention et j'espère que j'ai pu vous montrer un tout petit peu ce qu'on peut faire avec le genre de modèle que nous on essaie de faire et puis où c'est qu'on peut les appliquer et comment nous on peut aider là-dedans. Voilà, merci beaucoup.